Bonjour à vous, bienvenue à Conversation sur l'arthrite, nommez la douleur pour mieux la traiter. Je suis Isabelle Robillard, spécialiste mission à la Société de l'arthrite du Canada. Merci de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, je tiens à souligner que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanyen'kehá:ka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de travailler et de vivre sur ce territoire avec des gens de toutes les cultures, identités et origines. Puissions-nous ensemble bâtir une communauté fondée sur l'équité, la diversité et l'accès à la santé pour tous. Ce soir, nous recevons la docteure Aline Boulanger, directrice du Centre de gestion de la douleur du CHUM. Voici quelques conseils techniques pour la présentation. Le webinaire est toujours beaucoup plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à envoyer un courriel à question@arthrite.ca ou à visiter la page d'assistance de Zoom à support.zoom.com. Pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre Converser, qui se situe aussi au bas de l'écran, pour échanger avec d'autres participants et avec les modératrices de la Société de l'arthrite du Canada. Pour quitter la boîte de questions ou de clavardage, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Le webinaire est enregistré. N'ayez pas de crainte, on va vous faire parvenir un lien vers l'enregistrement et les diapositives qui seront présentées ce soir dans les prochains jours. Alors, avant de commencer, je dois remercier Pfizer ainsi que l'ensemble de nos commanditaires pour leur soutien à la série de webinaires Conversations sur l'arthrite. Merci aussi à l'Association québécoise de la douleur chronique, la QDC, pour leur collaboration à cette présentation. Quand on vit avec la douleur jour après jour, c'est pas facile de mettre des mots sur ce qu'on ressent ni de se faire comprendre. Ce soir, la docteure Aline Boulanger nous aidera à mieux comprendre les trois grandes catégories de douleurs, à voir comment elles influencent le choix des traitements. Par la suite, Geneviève Couture, directrice générale de la QDC, nous présentera l'organisme ainsi que les services qu'ils y offrent pour mieux vivre avec la douleur au quotidien. On prendra le plus de temps possible pour répondre à un maximum de questions. Toutefois, il faut vous rappeler qu'en raison de la nature générale du webinaire, on ne peut pas aborder des cas individuels ni formuler de recommandations personnalisées. On espère toutefois que les informations partagées ce soir vous aideront à mieux aborder ces questions avec votre professionnel de la santé. Et maintenant, commençons. Alors, bonsoir, docteur Boulanger. Pour, Bonsoir. com- pour commencer, pourriez-vous nous expliquer comment la douleur est définie d'un point de vue scientifique? Alors, bon, premier élément, j'ai pas de conflit d'intérêt de mon côté. Alors, la douleur, on la définit de plusieurs façons, mais une des façons qui est utilisée par l'Association internationale de l'étude de la douleur, qui est une association de chercheurs. Alors, la douleur, on l'a dit que c'est une expérience sensorielle et aussi émotionnelle. On s'entend évidemment que ça génère beaucoup d'émotions et que à la fois l'expérience sensorielle, physique et émotionnelle vont être désagréables. Tout ça, c'est associé généralement soit à une lésion tissulaire qui est réelle, qui est tout à fait présente, ou encore qui est en développement. Mais on peut la définir de différentes autres façons aussi. Alors, parmi les autres façons dont on va définir la douleur, on parle de douleur aiguë, subaiguë ou chronique. Alors, la douleur aiguë, c'est celle qui va survenir à la suite d'un événement, d'un traumatisme, d'un accident, et qui va être présente durant les 7 premières journées comme telle. Donc, on parle de douleur aiguë à ce moment-là. Alors, ça peut être celle qui va survenir à la suite d'une chirurgie ou à la suite d'une fracture ou autre. La douleur subaiguë, c'est celle qui va persister un peu plus longtemps. Donc, c'est celle qui va être présente de 8 jours jusqu'à 3 mois. On n'a pas toujours la cause comme telle à ce moment-là. Pourquoi la douleur persiste aussi longtemps? Alors qu'en douleur aiguë, généralement, on est capable d'identifier une cause. La douleur chronique, elle, c'est celle qui malheureusement va persister plus que 3 mois. En général, on peut avoir bon, certains avis, certaines idées de quel est le diagnostic chez le patient, mais souvent encore là, il peut malheureusement rester des imprécisions
quant à l'origine de cette douleur-là. On peut la définir aussi d'une autre façon, c'est-à-dire une douleur qui dépasse le temps normal de guérison. Alors, le fameux 3 mois dont on parlait tout à l'heure pour la douleur chronique, mais certains vont utiliser des critères qui vont être un petit peu différents. Alors, si on prend l'exemple de la névralgie qui peut suivre un zona, donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu des zonas, mais si vous en avez eu, il peut rester des douleurs. Et à ce moment-là, on va considérer qu'elle va être chronique même 1 mois après la disparition des lésions. Donc, on est plus précoce à proposer le terme de douleur chronique à ce moment-là chez les gens. On peut aussi parler de douleur persistante là, comme telle. Donc, il y a différents termes qui peuvent être utilisés à ce moment-là comme tel. Alors, merci beaucoup pour les précisions sur la manière dont la douleur est définie. On entend souvent dire qu'il y a plusieurs types de douleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principales catégories puis comment on les différencie? Alors, on a 3 grands types de douleurs. Douleur nociceptive, douleur neuropathique et douleur nociplastique. Donc, je vais vous donner des exemples, les différencier comme tels, mais on va voir tout à l'heure que c'est pas toujours facile de trancher et que parfois il y a un certain chevauchement entre ces différentes douleurs-là, mais on va les distinguer en premier. Alors, la douleur nociceptive, juste pour compliquer les choses, on la divise en 2 parties. Alors, on peut avoir une douleur nociceptive d'origine somatique ou une douleur nociceptive d'origine viscérale. Alors, la douleur nociceptive comme telle, ce que ça veut dire, c'est la transmission normale de la douleur en réalité. Donc, la douleur part du tissu et va faire son chemin jusqu'au niveau du cerveau. Et c'est la douleur qui est, entre guillemets, normale. C'est la douleur qui est là pour nous protéger et nous avertir qu'il y a un phénomène problématique qui se passe à travers dans le corps pour lequel on devrait probablement consulter. Donc, la douleur nociceptive, c'est celle qui nous protège et fait qu'on survit, parce que vous avez sûrement été mis au fait déjà qu'il y a des enfants qui malheureusement vont naître sans la capacité de percevoir la douleur. Mais ces enfants-là, on le sait, vont généralement décéder de diverses complications parce qu'ils n'ont pas senti la douleur, ils n'ont pas senti une brûlure, ils n'ont pas senti la crise d'appendice qui survient et à ce moment-là vont avoir des complications sévères alors qu'ils n'ont absolument rien senti. Donc, la douleur nociceptive, elle est nécessaire pour se protéger. Quand on dit qu'elle est d'origine somatique, c'est qu'elle vient à ce moment-là de la peau, des os, des articulations, ou quand elle est viscérale, c'est que ça provient d'un organe interne. Alors, ça peut être le foie, ça peut être le rein, ça peut être la vessie, ça peut être le cœur. Donc, ça, c'est nos douleurs nociceptives. Alors, les douleurs nociceptives somatiques, quand les gens en ont, c'est qu'on se souvient que c'est la peau, les ligaments, les tendons. Donc, on comprendra que généralement, ils vont être bien localisés. C'est-à-dire, si vous vous fracturez un genou, il y a un os qui s'est fracturé dans ce coin-là, bien, vous allez être capable de dire au médecin, c'est là que j'ai mal, parce que la douleur va apparaître à ce moment-là. C'est une douleur aussi qui généralement va être augmentée par la pression. Donc, si vous faites une fracture, puis qu'on pèse vis-à-vis la fracture, ça va être douloureux. Ou encore, si vous essayez de mettre du poids sur votre jambe alors qu'il y a une fracture au niveau du tibia, bien, vous allez aussi avoir de la douleur. Donc, c'est une douleur qui généralement est bien localisée et on va augmenter la douleur aussi à la pression, la mobilisation ou la mise en charge. Donc, des exemples, vous les connaissez quand même bien. Alors, on parle d'arthrose, on parle de fracture, parmi les exemples possibles. La douleur viscérale, elle, c'est lorsqu'elle provient d'un organe interne. Donc, ça peut être le cœur. Et alors, si à ce moment-là, on a un malaise au niveau cardiaque, mais ça peut être un signe d'infarctus. Donc, c'est clair que la douleur nociceptive est utile parce qu'elle force la personne à consulter à l'urgence à ce moment-là. Donc, les douleurs viscérales, c'est beaucoup plus difficile à définir parce que quand l'embryon se développe dans le corps de la mère, toute l'innervation des viscères, du foie, des reins, puis tout ça, ne suivent pas un trajet aussi linéaire
que pour les os, les ligaments, les tendons. Donc, parfois, on va avoir une douleur qui est beaucoup moins précise. On va parler même de douleur référée parce que l'organe, lorsqu'il se développe, il peut être placé curieusement très haut dans le corps. Puis, au fur et à mesure que le fœtus grandit, l'organe descend, mais il tire avec lui le nerf, ni plus ni moins. Donc, parfois, on va avoir, exemple, pour le cœur, ben, la douleur va être perçue dans l'épaule ou dans le bras gauche parce que à ce moment-là, lorsque le cœur commence à se développer, l'innervation qui vient l'entourer était beaucoup plus haute. Le petit cœur du bébé était très haut, puis tranquillement, pas vite, il se place plus bas, et donc il attire les racines vers là, et donc on va parler d'une douleur qui va être projetée ou encore référée. Selon l'organe qui est en cause, donc si vous avez un organe qui est plein, exemple le foie, donc il n'y a pas de trou dans le foie, c'est vraiment complet, bien, il peut avoir une impression de pesanteur. Mais si vous parlez de la vésicule, qui est tout près du foie, elle, c'est un organe creux dans lequel il y a de la bile qui s'accumule. Mais si vous avez une pierre à ce niveau-là qui vient bloquer la libération de la bile, bien, vous allez avoir une douleur à ce moment-là qui va être en crampe. Alors, dépendamment si c'est un organe qui est plein ou creux, le tableau va être différent dans la façon dont ça s'exprime pour la douleur. Donc, des exemples, ben, une pancréatite, néphrolithiase, c'est un calcul sur les reins, là, ce que le monde appelle des pierres sur les reins. Alors, c'est médicalement, le terme, c'est néphrolithiase. Alors, la douleur nociceptive, comme je mentionnais tantôt, c'est un mécanisme de protection. Mais on va voir que les deux autres douleurs ne sont pas du tout dans les mêmes catégories. Alors, la douleur neuropathique, c'est quoi la douleur neuropathique? Bien, on le mentionnait tantôt, la douleur, elle part de l'extrémité de la peau, puis tout ça, avec des toutes petites terminaisons, puis elle va transmettre normalement au niveau de la moelle, puis elle monte au cerveau. Alors ça, c'est les voies normales de transmission de la douleur. Mais lorsque le nerf lui-même est endommagé, c'est que le nerf lui-même peut, à un certain moment donné, devenir le pacemaker qui provoque la douleur. Parce que le nerf est blessé, puis lui, tout ce qu'il est habitué de faire, c'est de transmettre la douleur. Alors, il peut à ce moment-là survenir une situation où le nerf se décide à transmettre par lui-même la douleur, alors qu'il n'y a pas de blessure ailleurs. Alors, c'est ce qu'on va appeler à ce moment-là une douleur neuropathique. À vrai dire, généralement, si on fait une recherche très, 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 très minutieuse, puis qu'on est capable d'évaluer toute la longueur du nerf, généralement, on va trouver un dommage sur le nerf. On peut être capable de trouver généralement un dommage, ou encore, il va y avoir une maladie qui va avoir attaqué le système nerveux. Exemple, la sclérose en plaques ou le Parkinson. Donc, c'est des situations où on peut avoir des douleurs neuropathiques et que c'est le nerf qui lui-même génère de la douleur alors qu'il n'y a pas de blessure à un bras ou à une jambe, mais ça va provoquer des douleurs. La façon dont les patients vont ressentir la douleur, ça peut être un petit peu différent de la douleur nociceptive. C'est-à-dire qu'ils vont sentir des brûlures ou des chocs électriques, mais c'est curieusement présent plus souvent en fin de journée, ou enfin, elle va être plus intense en fin de journée. Elle peut être plus intense le soir et même la nuit, elle peut réveiller les patients ou empêcher les patients de dormir de façon normale comme telle. Puis, autre chose aussi qui la distingue de la douleur nociceptive, qui va être surtout augmentée lorsque le patient marche sur, exemple, l'arthrose ou une arthrite ou sur une fracture. Là, la douleur, elle arrive n'importe quand. On n'est pas obligé de marcher ou quoi que ce soit ou de toucher au nerf pour la provoquer. Elle va apparaître spontanément. Et dans les exemples qu'on a, c'est les douleurs, exemple, à la suite d'un zona, donc névragie post-herpétique, ou chez les patients qui malheureusement sont diabétiques, pardon, il peut y avoir aussi des petits dommages qui se font au niveau des nerfs à cause du sucre dans le sang et que ces nerfs-là, à un moment donné, se mettent à causer des douleurs. Alors, la douleur neuropathique, malheureusement, elle n'a aucune utilité. C'est qu'elle va survenir après qu'un dommage se sera produit au nerf. Bon, oui, on sait qu'il y a eu un dommage, mais malheureusement, elle ne nous avertit pas si c'est pire ou moins pire. Elle est juste là pour nuire, cette douleur-là. Alors, malheureusement, elle n'a pas d'utilité, contrairement à la douleur nociceptive. La douleur nociplastique, elle, notre troisième catégorie de douleur, c'est une terminologie, un terme qui est beaucoup plus récent dans la littérature médicale. C'est notre troisième grand type qui a été
enfin mis par écrit dans les publications de l'Association internationale de la douleur. Et c'est en novembre 2017 que les chercheurs se sont entendus sur la définition de la douleur nociplastique. Alors, la raison de la douleur nociplastique, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait avoir avec la douleur neuropathique. C'est que dans ces cas-là, généralement, là, on n'est pas capable de réussir à trouver un dommage, soit dans les tissus, soit dans les viscères ou même sur le nerf. Et ce qui se passe comme problématique, c'est vraiment une augmentation de la sensibilisation comme telle. Et donc, au niveau de la génération de la douleur, c'est qu'il y a comme des mécanismes qui s'emballent et qui vont augmenter l'intensité d'une douleur qui va être présente. La douleur, elle va être là pour de vrai au départ, mais il y a des mécanismes qui viennent l'amplifier et la rendre beaucoup plus intense pour la personne qui vit avec. L'autre élément aussi, comme vous savez, on a des capacités physiologiques à diminuer la douleur. Tout le monde a entendu parler des soldats sur le champ de bataille qui perdent un bras, puis sont capables de ramasser leur bras, puis ils vont courir jusqu'à à leur camp. Ils ne vont pas sentir la douleur jusqu'au moment où ils sont en sécurité à leur camp. Donc, on a des mécanismes physiologiques et psychologiques, les deux, qui vont réussir à venir bloquer la transmission de la douleur. Donc, dans la douleur nociplastique, on reconnaît qu'il y a deux éléments. Il peut y avoir une augmentation de la sensibilité, il peut y avoir une diminution de notre capacité à bloquer la douleur, ou encore il peut y avoir les deux à la fois. Mais tout ça va conduire à une chose, c'est-à-dire que la douleur va être vraiment amplifiée. Donc, on a une certaine situation qui, chez une personne normale, ne causerait pas de douleur ou très peu de douleur, mais là, chez la personne qui malheureusement a une atteinte nociplastique, les phénomènes douloureux vont être perçus vraiment de façon très amplifiée. Alors, pourquoi ça se produit? Bon, c'est vraiment, il y a un dommage qui peut être présent, mais généralement, on n'est pas capable de le mettre en évidence. Puis c'est vraiment la perception de la douleur qui va être modifiée chez notre individu. Donc, l'origine, on croit qu'elle est vraisemblablement centrale, c'est-à-dire au niveau du cerveau comme tel. Puis, comme je vous le mentionnais, ça conduit à l'amplification de la douleur, mais ce n'est pas une douleur imaginaire. Si on fait des tests extrêmement sophistiqués, des tests que malheureusement on n'a pas dans nos hôpitaux, c'est pas des tests qu'on pourrait faire quotidiennement, donc vous pourriez pas demander à ce que votre médecin vous prescrive ces tests-là, ça serait pas possible. Mais il y a des moyens, des outils où on peut réussir à documenter et à imager au niveau de résonance magnétique fonctionnelle, extrêmement sophistiquée, mais on est capable de réussir à voir ces images-là et de pouvoir prouver que ça existe. Donc oui, ça existe. C'est des conditions tout à fait réelles, mais encore là, c'est quand même une situation très différente des deux autres qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, les patients qui ont des douleurs nociplastiques, ils vont avoir ce qu'on appelle une hyperesthésie, c'est-à-dire juste le toucher. Ils vont le percevoir de façon plus importante que n'importe qui d'autre à qui on toucherait sur un bras. L'hyperalgésie, c'est vraiment pour un stimuli douloureux. Donc, vous avez une piqûre, une aiguille qui touche le bras ou le doigt, le phénomène douloureux va être perçu de façon beaucoup plus intense qu'une personne qui n'a pas de douleur nociplastique. L'allodynie, c'est même juste effleurer la peau et ça provoque la douleur. Donc, c'est pas juste de sentir plus ou lorsqu'on a une piqûre qui nous fait mal, de la percevoir plus, c'est même de percevoir quelque chose qui est non douloureux comme étant une douleur intense. Dans les exemples qu'on a, il y a la fibromyalgie, il y a le côlon irritable, il y a la cystite interstitielle. Donc, il y a plusieurs conditions qui, malheureusement, vont être associées à la douleur nociplastique. Alors, la douleur nociplastique, c'est sûr qu'elle n'a absolument aucune utilité, un peu comme la douleur neuropathique. À présent, si c'était toujours coupé au couteau comme ça serait quand même plus facile pour les médecins, mais c'est pas toujours coupé au couteau comme ça. Parce qu'on sait que dans certaines situations de douleurs neuropathiques, ils peuvent s'associer aussi des douleurs neuropathiques. Donc, dans une douleur nociceptive, je vous donne un exemple, une hernie discale.
Vous avez un patient qui a une hernie discale, donc il peut y avoir des douleurs musculo-squelettiques qui vont survenir à cause de ça. Mais si la hernie vient pousser sur une des racines dans notre colonne, dans la moelle, et vient irriter cette racine-là, mais ça peut devenir une douleur neuropathique parce qu'il y a une compression sur le nerf à ce moment-là. Donc, il peut y avoir des situations où on a deux types de douleurs. Il peut y avoir des situations où on va avoir la douleur nociplastique aussi qui accompagne la douleur nociceptive. Donc, on a un patient qui a une blessure grave au niveau d'un genou, d'une épaule ou autre, puis à force d'avoir mal, le système s'hypersensibilise et il y a une amplification de la douleur qui survient. Alors, ce n'est pas de la faute de la personne, c'est vraiment des mécanismes qui surviennent comme ça pour lesquels la personne ne peut pas vraiment rien contrôler. Puis il y a des gens très malchanceux pour lesquels les trois catégories peuvent survenir en même temps. Donc, il peut arriver parfois que les choix de médicaments, on va aller chercher des médicaments dans différentes catégories pour essayer de couvrir les différents aspects de la douleur. Alors, la douleur nociplastique, la dernière qui a été documentée, on considère qu'il y a à peu près 25% des gens qui ont juste mal de dos, le mal dans le bas du dos, là, il y aurait 25% des gens qui peuvent avoir un aspect nociplastique dans leur douleur. Les whiplash, là, les fameux là, mouvements de la colonne à un accident de voiture, ça pourrait aller jusqu'à 90% des gens qui vont avoir un aspect nociplastique. La fibromyalgie, on considère que tous les patients avec fibromyalgie ont un aspect nociplastique aussi. Ostéoarthrite, donc plusieurs qui nous écoutent aujourd'hui ont des atteintes, ben c'est jusqu'à 30% des gens qui pourraient avoir un aspect nociplastique. En cervicalgie, à peu près 10%. Alors, je vais juste finaliser là, pour vous donner un exemple, parce que je le donne souvent à des médecins, puis la notion de douleur nociplastique est quand même assez récente, puis c'est pas tout le monde qui la comprend. Alors, je vais vous donner l'exemple que je donne aux médecins quand je donne des conférences pour eux, pour distinguer les différents types de douleurs. Alors, la vitre cassée, le chauffage à l'eau chaude, puis le thermostat. Alors, la vitre cassée. Alors, imaginez-vous en plein hiver, il fait -20 dehors, vous êtes sorti en soirée, vous revenez à la maison, vous rentrez dans la maison, vous enlevez votre manteau, puis vous réalisez que vous gelez, il fait -20 dans la maison aussi. C'est que là, vous faites le tour de la maison, voir qu'est-ce qui s'est passé. Bien, vous avez un immense bay window dans le salon qui est cassé, la vitre est toute cassée et l'air froid rentre dans la maison. Bien, c'est une douleur nociceptive. C'est qu'il y a une blessure, il y a une cassure, il y a quelque chose qui clairement est brisé. Puis, c'est pas que c'est une douleur facile à traiter, mais généralement, tu remplaces la vitre ou tu vas mettre une plaque sur un os fracturé ou tu vas mettre un plâtre ou tu vas opérer pour une pierre sur les reins. Puis, dans bien des cas, ça peut régler le problème. C'est pas toujours miraculeux, mais généralement, ça se traite quand même assez bien. Deuxième exemple, c'est le chauffage à l'eau chaude. Donc, vous êtes encore sorti. Ce soir-là, il fait aussi -20. Puis quand vous rentrez dans la maison, cette colline fait encore -20. Premier réflexe que vous allez voir si le bay window est intact ou pas. Ah, il est beau, il n'y a aucun problème. Vous faites le tour de la maison, puis là, tout d'un coup, vous réalisez que votre système de chauffage à l'eau chaude, il y a un tuyau qui a crevé. L'eau est répandue à grandeur du sous-sol. Il n'y a plus d'eau qui circule dans votre système. Ça, c'est le système nerveux lui-même. C'est le système de conduction de la chaleur qui est brisé. Alors ça, c'est comme si vous aviez une douleur neuropathique. Et je peux vous dire que ça va être pas mal plus difficile à traiter. C'est des douleurs qui sont beaucoup plus rebelles, qui sont plus difficiles à traiter. Et un peu comme votre système de chauffage qui a inondé le sous-sol, ben, il va avoir des dégâts, ça va coûter cher, ça va falloir que vous ouvriez les murs, que vous enleviez le plancher puis le tapis qui est tout trempe. Donc, c'est des cas beaucoup plus difficiles à traiter. Le thermostat, ben, vous vous en doutez, c'est la douleur nociplastique. Pourquoi? Alors, vous êtes à -20 dehors, vous rentrez à -20. Il fait -20 dans la maison, encore une autre fois, la même Moses d'histoire. Vous regardez votre thermostat, il marque +22. Ben, voyons donc, on gèle dans la maison, ça n'a pas d'allure, il fait -20, c'est certain. Ben, le thermostat, la communication entre le thermostat puis votre cerveau, qui est la chaufferette, ni plus ni moins le système de chauffage, ne fonctionne plus. Il y a quelque chose à quelque part là-dedans qui ne comprend pas. Il pense qu'il fait moins, qu'il fait +20, donc il est hyper réactif, il pense qu'il fait chaud,
mais en réalité, il fait très froid dans la pièce. Donc, il est hyper sensibilisé à percevoir des choses qui ne sont pas là, puis il ne me fait pas marcher la chaufferette comme il faut. Donc, c'est un modèle qui peut expliquer un petit peu, si vous voulez, les trois différents types de douleurs. Alors, une douleur bon, on n'utilise à peu près pas le terme, mais je vais être honnête avec vous, oui, ça existe. Il y a des situations où des personnes vont avoir une souffrance morale importante, une dépression extrêmement significative ou autre. Et vous savez, c'est très tabou dans nos sociétés, encore maintenant, d'être capable de reconnaître qu'on puisse avoir une souffrance morale. Et il y a chez certaines personnes une souffrance morale qui va s'exprimer comme si c'était une souffrance physique et qu'en réalité, c'est plus tous les événements négatifs de la vie, l'épisode dépressif, puis tout ça, qui font que ça va paraître comme étant une souffrance physique. Donc, c'est rare, heureusement, ça existe. Je ne pourrais pas dire que ça n'existe pas, mais généralement, c'est heureusement rare. Alors voilà. Merci, votre exemple est vraiment génial. Je pense que je vais enregistrer ce moment-là pour le faire écouter à mon médecin. Alors, on comprend vraiment tous mieux les différentes catégories de douleurs. Concrètement, comment est-ce que ça peut aider la personne qui souffre? Ben, c'est que déjà, ça va nous donner des indices sur le diagnostic puis comment les traiter. Généralement, bon, c'est sûr que de nos jours, c'est facile de toujours dire, ah, ben, ça va me prendre un rayon X, ça va me prendre ma résonance magnétique, ça me prend mes examens. Mais la plupart du temps, le médecin, avec un questionnaire et à l'examen physique, va déjà avoir une très, très bonne idée de qu'est-ce qui se passe. Au niveau là, de la condition. Et déjà, on va avoir déjà une bonne idée. Il n'attendra pas la résonance magnétique pour commencer à des traitements. Alors, donc, on aura à ce moment-là des indices suffisants selon la description de la douleur pour établir le traitement. Alors, si on prend les traitements en général, on ne parlera pas tout de suite des médicaments, mais on va parler des traitements en général. Je vous ai fait une colonne sur douleur nociceptive. On se souvient que c'est la douleur normale, physiologique qui nous protège, la douleur neuropathique, puis la douleur nociplastique. OK? Alors, les exercices, c'est toujours bon. Quelle que soit la sorte de douleur, ça sera toujours bon de faire des exercices. C'est sûr qu'il y a des exercices qui vont être plus faciles à tolérer selon certaines conditions médicales que d'autres, mais ça sera toujours bon. Les approches psychologiques aussi peuvent être aussi importantes à considérer. Parce qu'une douleur, quand elle devient chronique, veut pas, ça joue sur le moral, veut pas, ça a un impact sur la qualité de vie. Écoutez, selon les études, de 30 à 60 des gens qui ont une douleur chronique vont éventuellement faire une dépression. Et c'est sûr que ça n'aidera pas la tolérance à la douleur là, à ce moment-là, d'où l'importance éventuellement de consulter. Donc, les approches psychologiques sont importantes. Les infiltrations de cortisone, dont certains avaient probablement déjà eu, ça peut être utile en douleur nociceptive et aussi en douleur neuropathique, mais pas toutes les douleurs neuropathiques, dans certaines douleurs neuropathiques, mais en douleur nociplastique, d'hypersensibilité, on oublie ça, ça donne absolument rien de faire des infiltrations dans ces situations-là. Les perfusions, ça, c'est vraiment dans les traitements assez sophistiqués qu'on retrouve dans les centres de douleur, puis tout ça. Perfusion de kétamine, lidocaïne, ça peut avoir une utilité en douleur neuropathique et nociplastique, mais ça ne donne pas grand-chose en douleur nociceptive. Et ce qu'on appelle la neuromodulation, les TENS, entre autres, ou encore lorsqu'on va même implanter ces appareils-là au niveau de la moelle, puis tout ça. Alors, la neuromodulation, ça peut aider dans chacune des catégories, mais ça peut varier, par exemple, là, la modalité qu'on va offrir selon la catégorie de douleur. Alors, si on les reprend individuellement, les modalités physiques, ben, il y a l'application de chaleur et de froid. Il y a plein de choses que les gens peuvent faire chez soi. Là. On n'a pas toujours besoin d'un physiothérapeute là, en modalité physique. Donc, la chaleur ou l'application de froid, ça peut être utile. L'exercice, le contrôle du poids, évidemment. Parce que, écoutez, à chaque livre d'extra qu'on a au niveau du corps, si on est debout, on le multiplie par 4 sur nos genoux. Donc, si vous avez 20 livres de trop,
mais vous le multipliez par 4, mais c'est comme si vous aviez 80 livres supplémentaires sur chaque genou lorsque vous marchez. Donc, c'est sûr que ça a un impact qui est très significatif, la question du poids, pour les questions de douleurs musculosquelettiques et articulaires. Physiothérapie va être utile, chiropratie dans certaines circonstances, ostéopathie aussi pour certains patients, ça va être utile. Kinésio pour, entre autres, aider à développer des programmes d'exercice. Neurostimulateur, on en a parlé tout à l'heure. Acupuncture, dans certaines situations, ça peut aider. L'aquaforme peut aider. Massothérapie peuvent aider. C'est sûr qu'on considère que les massothérapies, c'est très utile, mais c'est un peu passif. Donc, on encourage quand même nos patients à être actifs et faire, si possible, de l'exercice. Les approches psychologiques, il y a différentes. Je vous disais tantôt, là, il y a de 30 à 60 de patients avec des douleurs chroniques qui vont éventuellement avoir un trouble anxio-dépressif. Alors, il y a différentes approches qui vont être offertes en psychologie, la relaxation, il peut y avoir la méditation pleine conscience spécifiquement développée pour la douleur. Dans les douleurs nociplastiques, on a des approches maintenant innovantes qui s'appellent le Pain Reprocessing Therapy. Donc, c'est vraiment des approches qui aident au cerveau à se désensibiliser, si on veut, là, face aux différents stimuli. Psychothérapie, les thérapies cognitivo-comportementales, ben, bref, il y a plusieurs approches qui peuvent être possibles par nos collègues en psychothérapie. L'autogestion aussi, il y a des programmes que vous pouvez retrouver en autogestion. Exemple, il y a Gérer ma douleur, qui est un site qui a été développé par une collègue qui est à Québec. Alors, il va y avoir là-dessus un programme d'autogestion. Donc, c'est évidemment intéressant. Alors, c'est vraiment des programmes qui nous aident à avoir des comportements plus positifs comme tel, de toujours avoir une notion sur l'alimentation saine, l'exercice, puis de nous aider aussi d'une certaine façon dans la question de gestion des médicaments comme tel. Donc, les programmes d'autogestion, on le sait, ont fait leurs preuves et c'est des choses qui sont utiles à faire. Au niveau médicaments, donc si on pousse un petit peu plus nos choix de traitement, là, on va parler directement de médicaments. Alors, l'acétaminophène ou le fameux Tylenol, là, qui j'ai vu tantôt, c'est pas pour parler de un de vos commanditaires, là, mais je savais pas qui était là, mais enfin, alors l'acétaminophène, mais quand même, oui, est utile, mais c'est surtout en douleur musculo-squelettique ou encore quand on a des douleurs nociceptives viscérales. Donc, c'est vraiment dans ces cas-là où c'est utile. Anti-inflammatoire, même chose. Donc, c'est vraiment des catégories qu'on retrouve surtout en douleur nociceptive. Les opiacés, narcotiques ou opioïdes, dépendamment comment vous voulez les appeler, ben, ils peuvent être utiles dans toutes les catégories, sauf en douleur nociplastique. On va dire en douleur nociplastique, où on sait qu'il y a vraiment une hypersensibilité au niveau du cerveau, il semble vraiment pas y avoir d'utilité à utiliser les opioïdes, sauf peut-être le tramadol dans les cas de fibromyalgie. Mais c'est à peu près le seul opioïde pour lequel actuellement on a des évidences pour le traitement de la douleur nociplastique. Les antidépresseurs, alors oui, qui peuvent être utiles dans toutes les catégories. À vrai dire, on ne les utilise pas parce qu'on pense que les gens sont nécessairement dépressifs. Bon, il peut arriver parfois que si on a un patient qui est très dépressif, on va choisir ce médicament-là parce qu'à la fois, on va aider la douleur et on va aider aussi la dépression. Mais c'est vraiment l'aspect antidépressif, là, douleur, là, pour lequel on utilise le médicament parce qu'ils ont, dans la grande majorité des cas, un traitement, il offre un traitement de la douleur quand même qui est intéressant chez certains de nos patients. Et il y a aussi certains médicaments pour l'épilepsie, donc certains anticonvulsivants qui, eux, vont avoir un intérêt surtout en douleur nociplastique et neuropathique. Alors, d'autres distinctions ou façons dont on va traiter la douleur selon qu'elle est aiguë ou chronique. Bon, c'est sûr qu'une douleur aiguë qui vient d'arriver, un patient qui vient de se fracturer une jambe, bien, généralement, on va prescrire de la médication à action rapide. Puis, on va dire à la personne de le prendre au besoin. Là, ça ne sera pas de façon régulière ou des médicaments à libération lente ou des choses comme ça. La durée du traitement, toutefois, est généralement brève. Tu sais, ça va être pour une couple de jours, puis après ça, normalement, on devrait plus avoir besoin, entre autres, d'opiacés. Alors, les choix de médicaments, ça va être, bon, on l'a vu tout à l'heure, l'acétaminophène, donc les analgésiques qui sont non opioïdes, donc acétaminophène ou anti-inflammatoire,
ou encore les opioïdes. Et les formulations pharmaceutiques qu'on va choisir, c'est des médicaments qui agissent rapidement, mais qui vont aussi arrêter de fonctionner au bout de 3-4 heures. En douleur chronique, là, c'est différent. Souvent, on va favoriser une prise qui est beaucoup plus régulière parce que la douleur est présente de façon beaucoup plus constante. C'est à plus long terme que la médication risque d'être utilisée. Ça peut inclure des médicaments non opioïdes, donc l'acétaminophène ou les anti-inflammatoires dans certains cas, mais ça peut inclure aussi des opioïdes et ce qu'on appelle les co-analgésiques. Les co-analgésiques, c'est tout ce qui est antidépresseur, anticonvulsivant. À vrai dire, c'est des médicaments qui avaient été développés pour d'autres situations cliniques, mais qu'on utilise pour nos patients vraiment dans un contexte douleur. Et aussi, on va utiliser, exemple, si on parle des opioïdes, on va utiliser les formulations qui se libèrent lentement, soit des pilules à libération lente, ou encore même les fameux timbres de fentanyl ou des choses comme ça. Alors, la différence aussi dont on va aborder le traitement de la douleur lorsqu'il s'agit d'un cancer versus un patient qui n'aurait pas de cancer, c'est sûr que dans la douleur cancéreuse, ce qu'on cible, c'est vraiment la douleur. Et pour être honnête avec vous, on est beaucoup plus agressif dans le traitement de la douleur cancéreuse chez nos patients. Même si dans certaines situations, ça peut faire en sorte que la personne va être plus somnolente, plus tout ça. C'est sûr que le médecin va toujours vouloir respecter le choix du patient. Si le patient nous dit, moi, je veux vraiment être soulagé au maximum, ben, c'est sûr qu'on explique que ça peut faire en sorte qu'il y aura une certaine somnolence. Donc, on est beaucoup plus libéral dans la médication comme telle. Tandis qu'en douleur chronique, ce qu'on cible surtout, c'est d'améliorer la fonction de la personne. C'est-à-dire qu'il va rester malheureusement de la douleur. Parce que si on essayait d'enlever toute la douleur, la personne va être complètement endormie, elle sera plus capable de conduire son véhicule parce que les doses vont être trop élevées et tout ça. Donc, on a un compromis à faire en douleur chronique d'améliorer la fonction, mais en sachant que malheureusement, il va rester probablement certaines douleurs. Quand on parle de douleurs nociceptives, musculaires, puis tout ça, généralement, on va être capable d'améliorer la situation de 50%. Mais quand on parle de douleurs neuropathiques, généralement, on améliore la situation de 30%, mais c'est rare qu'on va avoir beaucoup mieux que ça. Mais on essaye de se rendre au moins à 30% d'amélioration. Alors, là, ici, dans les douleurs cancéreuses, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de produits à libération lente. On favorise les produits à libération, c'est-à-dire les médicaments à libération rapide. Là, on en donne moins. On donne surtout les médicaments à libération lente. Alors, les ressources, on va avoir tantôt Geneviève qui va nous en glisser un mot, de même que certains livres qui parlent spécifiquement de la douleur. Alors, c'est tous d'excellentes références. Et puis, ben, l'Association québécoise de la douleur chronique, ben, Geneviève va être là pour nous en parler amplement. Alors, on a vu ensemble 3 types de douleurs basés sur les différents mécanismes là, qui les provoquent. Il y en a beaucoup de mécanismes, puis malheureusement, il peut survenir qu'on a des fois plus qu'un mécanisme à la fois qui va être présent, et puis chaque type de douleur oriente vers un traitement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Dr. Boulanger, pour la présentation qui était vraiment très intéressante. J'ai vu des commentaires là, dans le clavardage, les gens étaient carrément pendus à vos lèvres. Euh, on a reçu évidemment plusieurs questions avant et pendant votre présentation, mais avant de passer aux questions-réponses, je souhaite rappeler à tous que notre invité d'aujourd'hui ne peut pas poser de diagnostic ni fournir de conseils médicaux personnalisés dans le cadre du webinaire. Donc, on vous recommande de contacter votre équipe si vous avez des questions précises au sujet de votre état de santé. Alors, on en a, en fait, vous avez déjà répondu à cette question-là en nous disant que oui, on peut ressentir plusieurs types de douleurs en même temps, malheureusement. Comment est-ce qu'on peut les aborder différemment? Ben, quand vous allez rencontrer votre professionnel de la santé ou en termes questionnaires, puis tout ça, lui, généralement, va être capable d'identifier certaines de ces douleurs-là. Et puis, les traitements vont être différents comme tels. En termes d'exercice, ça peut être différent comme tel. Et puis, donc, chaque type de douleur peut faire en sorte que le choix de traitement qu'on va proposer au patient va varier. Si on a fait face à une douleur surtout musculo-squelettique versus
un aspect neuropathique ou si le patient a les deux aspects en même temps, les approches en termes exercices, puis tout ça peuvent être différentes. Parfait. Euh, Est-ce que le stress ou les émotions ou les événements de la vie quotidienne peuvent avoir un impact dans l'amplification de la douleur? Oui. Oui, tout à fait. À vrai dire, bon, la fatigue aussi peut avoir un impact qui va être immense. C'est sûr que si vous ne dormez pas, ben, le lendemain matin, la tolérance à la douleur est vraiment pas grosse, là. Tu sais, ça va être, les chiffres vont être élevés sur l'échelle de 0 à 10, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. À présent, on a eu tantôt dans les informations qu'on a des mécanismes naturels qui viennent bloquer la douleur. Et parmi les molécules qui sont là pour venir bloquer la douleur, on a sérotonine, noradrénaline. Sérotonine, noradrénaline, c'est deux des neurotransmetteurs qui, normalement, nous aident aussi pour lutter contre la dépression. C'est que il peut arriver des situations à un moment donné où, pour diverses raisons dans la vie, ils sont moins présents, sont moins là, et donc notre capacité à lutter contre la transmission de la douleur va nécessairement être impliquée. Donc, il y a un aspect où on regroupe un peu à la fois la dépression et la douleur, entre autres par les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans leur maintien. Et de façon un peu naïve, j'ai l'impression que si on est vraiment démoralisé et tout ça, ben, on manque de sérotonine, ben, on sera plus capable de bloquer adéquatement la douleur. Ça nous fragilise. Il n'y a pas de doute. Merci d'avoir aussi, je pense que c'est important à un moment donné de normaliser les effets concomitants. Euh, Vous avez, pendant votre réponse, vous avez juste noté, en fait, vous avez parlé d'une des questions qu'on a reçues, qui est souvent les médecins nous demandent de noter de 1 à 10 le fameux degré de douleur. Est-ce qu'il y a une charte? Comment est-ce qu'on fait pour que notre médecin il comprenne notre 5 là? OK. Mais une des, c'est très subjectif. Ben, la douleur est subjective. OK? Quand le patient nous dit j'ai une douleur intense, vous avez deux patients qui peuvent avoir la même blessure, puis il y en a un qui va se tordre de douleur, puis dire j'ai une douleur intense, puis l'autre qui va être stoïque, puis qui ne bougera pas. Tu sais. Alors, c'est très subjectif, l'expression, puis il y a beaucoup de phénomènes culturels aussi sur la façon d'exprimer la douleur. Donc, c'est toutes des études qui sont quand même fascinantes. À présent, ce qu'on suggère de penser, c'est que 0, c'est vraiment aucune douleur. 10, c'est que vous êtes sur le point de mourir. Ce n'est plus tolérable. Vous pourriez être sur le point de mourir. Et entre les deux, d'essayer de faire là, une équivalence. Mais il demeure que même si on explique cette espèce de pourcentage-là, c'est très difficile pour les gens quand même de pouvoir donner une échelle de douleur. Et le chiffre par lui-même, soyons honnêtes, est peut-être pas si important que ça. Si un patient me dit j'ai 5 ou j'ai 6, ça changera pas mon choix de traitement. Mais si moi j'introduis un médicament et que le mois suivant, je revois mon patient, puis qu'avant ça, il y avait 5 ou 6 sur 10, puis là, il y a 2 sur 10, ben, je sais que j'ai fait quelque chose de bien. Donc, il y a l'utilité, c'est plus le ratio, puis la diminution de douleur ou l'augmentation de douleur face à différents événements qui, moi, vont me guider. Le chiffre, si j'ai un patient qui me dit 8 sur 10, puis, tu sais, monsieur A, monsieur B, les deux ont 8 sur 10, c'est pas le même 8 sur 10. C'est pas comme un thermomètre de la température où on a le degré là, vraiment précis. C'est quelque chose qui, malheureusement, est subjectif, mais pour la majorité des patients, ça va nous donner quand même des indices importants sur est-ce qu'on a des améliorations ou une détérioration de la condition clinique. Je- Parfait. Donc, c'était une super belle piste de réponse aussi qui nous invite à nous-mêmes noter notre gradation de douleur selon les essais médicamenteux. Je pense que c'est un très bon truc. C'est bon. Une question qui m'a beaucoup touchée, c'est venu, je pense que ça va parler à plein de monde. Comment ça se fait que une journée, je peux faire quelque chose, puis que tout va bien, puis qu'une autre journée, il n'y a rien qui fonctionne? C'est juste la douleur,
insupportable à faire exactement la même chose. Il y a plusieurs facteurs là, qui sont possibles là-dedans. Il y a des gens qui sont extrêmement influencés par la température, l'humidité. Bon, comment ça se fait, puis pourquoi, c'est pas vraiment très bien expliqué, là, honnêtement. Généralement, c'est pas la température comme telle, c'est plus les changements barométriques, là, quand les gens vont percevoir que demain, il va faire tempête, là. Alors, c'est plus les changements barométriques qui auraient cette influence-là. Donc ça peut être un des facteurs. Un autre facteur aussi, c'est que ça va bien, souvent on a tendance à en faire un peu plus, puis même des fois un peu trop. Puis de ne pas prendre ou on a oublié de prendre nos médicaments régulièrement parce que là, ça allait super bien. Ben, le lendemain, ben, on paye un peu pour. J'ai des patients pour qui viennent parfois pour des infiltrations, puis tu sais, ils vont demander ben, qu'est-ce que je peux faire, puis bon, il y a des dames là, qui décident de faire le ménage de la maison comme ils ne l'ont pas fait depuis des mois. Hein. Et là, c'est sûr que le lendemain, même s'il y a eu une infiltration pour essayer de les aider, bien, la première journée, oui, ça a bien marché parce qu'il y avait des médicaments qui gelaient le genou ou autre, mais le lendemain, il n'est plus là le médicament, puis c'est clair qu'ils n'ont trop fait. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer. C'est sûr aussi qu'il peut y avoir des facteurs même émotifs. On l'a vu tout à l'heure. Si vous arrive une peine énorme, si vous avez mal dormi la veille, c'est clair, la douleur le lendemain, elle va être bien pire. Fait qu'il y a beaucoup de fluctuations, mais qui peuvent être influencées par un paquet de facteurs. La fatigue, le stress, l'émotion, une grippe. Alors, j'ai l'impression que le corps est capable de contrer certains problèmes de santé, mais quand il y en a trop d'un coup, ben là, il en laisse un peu de côté, puis la douleur, elle devient pire. Bon, alors, ça peut être l'humidité, les changements barométriques. Il y a plein de facteurs qui vont faire que ça va être plus difficile pour un patient ouais, d'une journée à l'autre. Merci. Euh, on a reçu, peut-être que celle-là sort un peu du cadre, mais je la trouve intéressante. Est-ce que, puis il y a de plus en plus de personnes neurodivergentes Oui. autour de nous. Alors, souvent, ils sont plus sensibles que les autres. Est-ce qu'on a réalisé qu'ils pouvaient aussi ressentir plus de douleurs nociplastiques? Ah, c'est une bonne question. Je vais vous avouer, je ne sais pas la réponse dans ce cas-là, à savoir s'il y a plus de douleurs nociplastiques. On sait qu'il y a certaines conditions où il y a des patients qui vont sentir plus la douleur, mais il y a même des situations où ils vont sentir moins. En psychose, mais là, c'est sûr que c'est pas vraiment là, tu sais, neuroatypique. Là, c'est vraiment dans une situation psychiatrique intense. En psychose, les gens peuvent ne pas sentir du tout la douleur. Donc, il y a des situations, le cerveau est un organe extrêmement puissant et qui peut avoir des effets positifs et des effets négatifs. Donc, je ne pourrais pas vous dire dans des cas particuliers de vraiment au niveau dans nos étudiants qui sont TDAH ou ceux qui vont avoir des troubles neuroatypiques là, comme tels. Je ne pourrais pas vous dire spécifiquement pour chacune des personnes, mais on sait qu'il y a quand même des variations qui peuvent être importantes. À un point où que dans certains cas, ils n'auront pas du tout de douleur et d'autres pour lesquels il pourrait avoir une augmentation de la douleur. Merci beaucoup pour ces explications-là. Merci d'avoir pris le temps de répondre à des questions. Euh, je pense que ça nous aide vraiment à mieux comprendre une réalité qui touche tant de personnes et qui est si difficile à exprimer. Alors, docteur Boulanger, en plus de vos fonctions de direction au sein du Centre spécialisé de la douleur chronique, de vos rôles universitaires, vous êtes aussi membre fondatrice et administratrice de l'AQDC. Donc, on a aussi le plaisir d'avoir Geneviève Couture avec nous, qui est la directrice générale de l'association. Alors, Geneviève, est-ce que vous pourriez nous présenter la QDC, sa mission et comment est-ce qu'elle peut nous aider? Oui, donc ben, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter l'association. En fait, l'Association québécoise de la douleur chronique, elle vient en aide aux personnes qui vivent avec la douleur chronique et aussi leurs proches aidants depuis bientôt 20 ans. Ben, en fait, 20 ans cette année. Et puis, en fait, comme vous le savez, la douleur, c'est 2 millions de personnes qui vivent avec la douleur ici au Québec. Donc, puis ça inclut les personnes qui vivent aussi avec l'arthrose, l'arthrite.
Donc, c'est une personne sur 5 qui vit avec de la douleur, puis ce ratio-là, il va augmenter lorsque les personnes ont 65 ans et plus. Donc, la mission avec la QDC, c'est que les personnes, justement, ne se sentent plus seules. La mission, c'est d'accompagner les personnes qui vivent avec la douleur, mais également aussi de les aider à sortir, à briser l'isolement. Donc, pour ça, la QDC offre différents services. Ce sont des services d'entraide entre pairs, notamment des groupes d'entraide, ligne d'écoute, conférences provinciales, les ressources et aussi la diffusion de projets de recherche. Donc, dans nos services d'entraide entre pairs, il y a notamment les groupes d'entraide. Les groupes d'entraide, ils permettent de créer des espaces sécuritaires où les personnes vont pouvoir s'exprimer, partager leur expérience, puis aussi faire des apprentissages aussi avec les personnes qui vivent des défis similaires, de se sentir compris puis moins seuls dans ce qu'elles vivent. À la QDC, on offre différentes formules qui sont en virtuel ou en présentiel, en petits groupes au niveau des rencontres en présentiel et aussi des grands groupes et plus petits groupes aussi également en virtuel. Ce qui est particulier aussi, c'est que nos animateurs, ce sont aussi des personnes qui vivent avec la douleur, donc qui s'impliquent également dans les groupes d'entraide. Au niveau des conférences provinciales, on propose des conférences qui traitent de différents thèmes de l'autogestion de la douleur. Il y en a 10. Par exemple, on va parler des saines habitudes de vie, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, puis bien plus également. Ces conférences-là sont présentées par des professionnels de la santé qui sont régulièrement accompagnés aussi de personnes qui vivent avec la douleur, puis qui vont venir aussi partager leur expérience par rapport au thème qui est présenté. Dans nos autres services, il y a également la ligne d'écoute et d'entraide. C'est une ressource qui est vraiment très appréciée parce que les gens peuvent se sentir écoutés, puis ils peuvent aussi obtenir de l'information puis différentes ressources. Docteur Boulanger en a parlé tantôt aussi. On a différentes ressources aussi que vous allez pouvoir trouver sur le site web douleurquebec.ca. Puis ces ressources-là, ce sont toutes des ressources qui sont en lien encore avec l'autogestion de la douleur. Par exemple, il va y avoir des livres avec lesquels la QDC a collaboré, comme faire équipe face à la douleur chronique. Il y a aussi un conte. Ce conte-là, dans le fond, c'est un conte qui s'appelle Il y a de la visite. C'est pour les parents qui veulent expliquer c'est quoi la douleur chronique avec leurs enfants. On a également notre chaîne YouTube aussi, où est-ce qu'on peut accéder à différentes rediffusions de conférences, puis bien plus. Puis bien sûr, ce que vous voyez présentement, ce sont les brochures du programme Accord. En fait, ce sont encore des brochures sur l'autogestion de la douleur, donc qui sont accessibles sur le site. Puis encore une fois, ces thèmes, c'est encore l'autogestion, ça comprend des trucs, de l'information sur la douleur. Puis par exemple, vous pouvez avoir, par exemple, un thème qui est nutrition et douleurs chroniques. Puis là, on va parler de l'impact de la nutrition sur la douleur, des solutions aux problèmes les plus courants en alimentation dans un contexte de douleur chronique. Puis donc, il y a différents thèmes que vous pourrez découvrir sur le site dans la section ressources. Dans nos autres ressources, bien sûr, sur le site auquel vous pouvez accéder, Docteur Boulanger en a parlé tantôt, il y a le répertoire de ressources Gérer ma douleur qui va regrouper différents livres, DVD, des documentaires, puis même aussi des outils pour aider, pour contribuer à l'autogestion de la douleur. Sur ce site aussi, ça nous permet de pouvoir accéder au programme d'autogestion de la douleur qui est Agir pour moi. C'est un programme qui a une durée de 8 semaines. Les personnes peuvent le faire de façon autonome. Puis bientôt aussi, on va l'offrir avec de l'accompagnement. Donc, vous voulez accéder à nos services, à nos ressources, c'est vraiment facile. C'est sur le site douleurquebec.ca dans la section Devenir membre. L'adhésion, elle est gratuite. Nos services également le sont. Donc, on invite les personnes qui vivent avec la douleur ou leurs proches aidants à se joindre à nous. Puis, pour conclure, ben, l'Association québécoise de douleur chronique, c'est une ressource supplémentaire pour les personnes qui vivent avec la douleur et leurs proches aidants. Puis, elle permet vraiment de sortir de l'isolement, d'avoir des services avec des personnes qui vivent vraiment des défis similaires, puis qui vont aussi trouver des outils pour faciliter la gestion de leur douleur. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Boulanger. Merci beaucoup, Geneviève. Je viens de voir passer un commentaire, Geneviève, qui disait justement qu'elle a commencé le programme, la personne a commencé le programme Agir pour moi, puis elle dit que c'est franchement impressionnant. Euh, c'est peut-être moi là, qui a été distraite, mais est-ce que vous avez dit comment est-ce qu'on pouvait s'inscrire? Est-ce qu'on peut le faire facilement sur le site de l'AQDC? Oui, en fait, il y a un lien sur le site de la QDC, puis on va pouvoir faire une annonce aussi prochainement par rapport à ce projet-là aussi, là, en fait, avec le programme éventuellement, mais actuellement, il est disponible via la QDC ou sur le site de Gérer ma douleur. Ah, génial. Merci beaucoup. Alors, Docteur Boulanger, Geneviève, au nom de la Société de l'arthrite du Canada et des participants de ce soir, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous offrir tous ces renseignements-là. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Vous allez donc voir apparaître un court sondage à l'écran. Je vais vous demander de cliquer sur la réponse qui représente votre opinion. Alors, la question, c'est je me sens mieux informé et outillé après avoir participé à ce webinaire. Vous devriez avoir comme option de réponse fortement d'accord, neutre ou fortement en désaccord. Je sais qu'il y a toujours des gens qui ne voient pas le sondage et il y a des gens qui aimeraient aussi nous donner des commentaires plus complets. Soyez assurés qu'à la fin du webinaire, il y a un sondage qui va vous être envoyé dans le courriel de suivi. Je vous invite fortement à répondre à ce sondage-là parce que c'est grâce à ça qu'on est capable de vous offrir des webinaires qui sont intéressants et qui répondent à vos besoins et à vos questions et suggestions. Alors, vous connaissez aussi, la QDC a parlé de ces groupes de soutien, mais j'ai vu là, qu'il y avait quand même une belle, de beaux échanges dans le clavardage. Alors, si vous souhaitez continuer la conversation, n'hésitez pas à participer à nos programmes de soutien, à nos groupes de soutien en ligne, Aide entre Aide. Vous allez trouver dans ces groupes-là, qui sont animés par des bénévoles, un espace d'écoute et de partage pour ceux qui vivent avec l'arthrite ou la douleur chronique ou la fibromyalgie. On a vraiment plusieurs types de groupes. Alors, vous pouvez visiter le arthrite.jnap.com pour découvrir le calendrier des séances. On sait aussi qu'il n'est pas toujours facile de trouver des réponses ou simplement quelqu'un à qui parler. Puis on sait aussi qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions ce soir encore. La ligne d'information sur l'arthrite, c'est un service gratuit qui est offert par téléphone et par courriel. Nos bénévoles sont formés et ils sont disponibles pour répondre à vos questions sur les différentes formes d'arthrite, les options de traitement, les ressources disponibles dans votre communauté ou les outils pour mieux gérer la douleur. Alors, n'hésitez pas à les contacter pour du soutien ou de l'information. Ils sont là pour vous et on a vraiment une équipe de bénévoles fantastique. Alors, encore une fois, je remercie Pfizer et nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite qui rendent possible toutes ces présentations-là qui nous donnent plein de renseignements. Je remercie aussi évidemment Dr Boulanger et Geneviève Couture pour leur présence et la QDC pour la collaboration à cet événement-là. Alors, en mon nom, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous vous souhaitons une excellente fin de soirée.